Indépendance, tcha-tcha, Tozuye. Indépendance, tcha-tcha, Toubakidi. On t'appellera, t'as pas gagné. Olipanda, Konta, Tozuye. Asore. Après notre deuxième orateur, notre ami Guillaume Makili, qui va nous parler d'un deuxième homme important du Congo, l'ancien président, le premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Donc son thème s'intitule Joseph Kasavubu, l'homme et son combat pour l'indépendance du Congo. Merci beaucoup de pouvoir avoir l'occasion d'exposer ici, brièvement, l'itinéraire de M. Joseph Kasavubu, qui fut notre dernier président du pays. Parce que nous avons eu cette journée de l'indépendance. Si nous la célébrons, nous devons toujours avoir à l'esprit ce souci de pouvoir honorer les illustres personnages qui ont combattu pour que nous ayons un 30 juin 1960. Les générations futures, l'historique de notre pays, en soulignant l'importance du rôle joué par les illustres des fils de notre pays qui ont combattu et qui ont donné de leur vie pour que nous ayons un certain 30 juin 60 et peut-être plus tard d'autres personnes qui lutteront aussi. Alors moi j'ai pris cet aspect parce qu'on me l'a demandé et donc au nom de notre association j'ai pu faire beaucoup de recherches et de consultations pour trouver vraiment les meilleurs éléments possibles qui ont caractérisé la vie de notre premier président, Joseph Kasavubu. Alors, j'aimerais aussi vous dire que dans les recherches et les consultations que j'ai pu faire, nous allons peut-être en parler dans les causettes et les débats qui vont suivre, mais j'aimerais quand même le dire en préambule que nous avons un livre ici qui a été publié lors de la conférence nationale à la fin et pour lequel le Premier ministre de l'époque avait dit un mot qui est ici, à la fin. Ce livre a été dédié à Joseph Kasavubu, ses modèles d'honnêteté et du sens du devoir et de l'État. Mulumba Lukoji, Premier ministre à l'époque. Ce livre a été publié le 7 août 1991 à Kinshasa, et c'est un condensé de l'Institut de formation et d'études politiques de Kinshasa. On trouve vraiment tout un fouillis et tout un tas de renseignements des acteurs principaux qui avaient côtoyé Kasavubu, des professeurs qui ont pu faire un colloque, des séminaires pour arriver à publier ce livre. Donc je me suis beaucoup inspiré à partir de ce livre. Et par la suite aussi, j'ai eu le livre de
Charles-André Gilles, qui parle beaucoup de Kasavubu, et de Mpoyo Kasavubu, qui parle de Kasavubu en tant qu'homme. Mais sur la partie homme, on ne va pas beaucoup insister, puisqu'il s'agit plus de la vie privée, des conditions dans lesquelles il vivait. Moi, j'ai préféré prendre l'itinéraire et les éléments qui ont joué dans sa prise de conscience et dans sa vraie lutte pour l'indépendance. Alors, comme vous savez tous, Kasavubu est né en 1917, c'était la date qui était retenue par la famille, parce qu'il y avait plusieurs propositions de date. Et Mpoyo, dans son livre, dit que la famille avait retenu la date de 1917. Parce qu'à cette époque-là, l'état civil, c'était problématique. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Il est mort récemment, il est mort en 1969. On a eu donc l'anniversaire du 50e anniversaire de sa mort. Et ce qui nous a touchés et qui nous a poussés à commémorer sa mémoire aujourd'hui, c'est le fait surtout que le gouvernement actuel n'a même pas fait allusion ni par un communiqué, ni par un événement quelconque, pour quand même souligner le fait que c'était quand même le 50e anniversaire de sa mort. C'est pour ça que, devant cet oubli, devant cette indifférence, ça a été pour nous un élément qui nous a poussé à faire en sorte que nous puissions quand même rappeler sa mémoire pour qu'on ne puisse pas oublier l'histoire de notre pays. Alors, Kasavubu fait ses études primaires dans les Mayombe, son coin d'origine. Et après, il entre au petit séminaire de Matakela. Et après le petit séminaire de Matakela, il part au grand séminaire au Kasaï de Kabwe. Et pendant ses études d'étudiants, donc de séminaire, il a eu des collègues célèbres, parmi lesquels le plus célèbre, c'est le cardinal Maloula. Il a été parmi les plus célèbres collègues de Kasavubu au séminaire. Kasavubu sera renvoyé du séminaire parce qu'il est estimé d'un esprit trop contestataire et trop éclairé, qui remettait en cause un certain nombre des enseignements qu'on leur enseignait. Alors, comme vous savez que nous étions dans une colonisation très, très rigide, très impitoyable, des Belges. L'objectif, comme l'a dit tout à l'heure Serge en passant, les colonialistes, leur objectif, c'était de former les petits cadres qui seront les vrais relais pour eux, pour continuer à administrer et à dominer le Congo. Donc, avoir un étudiant ou un élève qui pose des questions qui sont trop pertinentes et qui dérangent l'enseignement officiel enseigné par les colons, c'était un cas qui devrait amener absolument au renvoi de cet étudiant. Et voilà dans quelles conditions Kasavubu sera renvoyé du séminaire. Nous dirons tout à l'heure la vraie cause qui fait qu'on arrive à trouver des motifs. C'est quoi? C'est quand tu remets en cause l'ordre établi. Lorsque tu commences à poser des questions, ou tu commences à prendre des positions qui sont à l'encontre de l'ordre établi, dans le cas de figure, il s'agit de la colonisation belge, forcément, tu rencontres en face ceux-là qui veulent que l'ordre continue, qui vont essayer de tout faire pour t'accuser de tout ce qu'ils peuvent, de façon à ce que tu puisses être, dans le cas de Kimbamou, condamné à mort et puis relégué ensuite en prison à vie. Et Kasavubu est renvoyé du séminaire pour les mêmes raisons, parce que il trouve qu'il commence à contester les enseignements qu'on leur donne. Ces enseignements, c'est quoi? C'est basé sur l'amour, sur la fraternité et sur la tolérance. Et ensuite, sur l'égalité des droits. Or, Kasavubu trouve, comme l'avait trouvé Simon Kimbamou à travers ses enseignements de catéchistes, une contradiction fondamentale entre le comportement de l'administration et le message qu'il véhicule. Donc, c'est là où la conscience commence à naître pour commencer à se dire
ces gens doivent avoir d'autres objectifs parce que ce qu'ils nous enseignent ne correspond pas à leur comportement. Donc, forcément, il y a autre chose derrière. Et c'est à partir de ça que la conscience commence à se former. Parce que la conscience, quelle qu'elle soit, elle n'est pas comme par génération spontanée. Donc elle vient suite aux événements qu'on vit, suite à ce qu'on observe dans la société. Et quand on trouve un certain nombre de contradictions, un certain nombre de situations qui te révoltent ou qui t'appellent à la réflexion, eh bien forcément, il y a une conscience qui commence à naître, qui se forme pour te donner un certain nombre de valeurs. Et lorsqu'on parle de l'amour, lorsqu'on parle de la fraternité, lorsqu'on parle de la justice, lorsqu'on parle de l'égalité, et que si vous ne le vivez pas, et que vous voyez que ceux qui vous enseignent ces valeurs-là, ils ne les appliquent pas, ou ils sont en contradiction avec ce qu'ils font, eh bien, les gens commencent à avoir d'autres idées dans la tête, notamment de réclamer leurs véritables droits fondamentaux, comme c'est le cas de Kasavubu et de Kimbangu. Ce message va se former et va se plus en plus se concrétiser et va se raffermir à travers son itinéraire. Parce que quand il est renvoyé au Mayombe, il n'a pas de choix, il doit travailler. Il travaille dans les huileries du Mayombe là-bas, provisoirement, mais il se sent à l'étroit. Il ne voit pas sa vie parce que à cette époque-là, les gens qui avaient fait les séminaires, qui étaient parmi les rares écoles qui pouvaient former les intellectuels de l'époque, les gens qui atteignaient ce niveau-là, ils avaient quand même une formation et un enseignement qui faisait qu'ils voyaient plus loin que le commun de leurs collègues. Alors, Kasavubu décide, après quelques années juste passées aux huileries du Mayombe, il décide de monter à Kinshasa. Parce que là-bas, il se sent à l'étroit. Et quand il arrive à Kinshasa, il est pris en charge, parrainé par Jean Bolikango, qui était à cette époque-là aussi l'un des grands intellectuels de la ville de Kinshasa, et qui était même moniteur à Sainte-Anne, et qui a enseigné pas mal d'autres leaders, notamment les Adoula et les autres, qui sont passés par Sainte-Anne. Bolikango, à cette époque-là, à Kinshasa, il était parmi les grands qui avaient formé un mouvement qui s'appelait ADAPES. ADAPES, c'était un mouvement, en fait, une association. Une association pour le droit des évolués, des gens qui avaient étudié, qui avaient exercé des métiers comme les fonctionnaires, qui étaient des moniteurs, des assistants médicaux. Donc, les colonialistes avaient fait en sorte que le système colonial soit tellement rigoureux et tellement opprimant que les gens n'avaient pas le droit de pouvoir avoir des activités politiques et encore moins de fonder des partis politiques. Donc, les cadres de l'époque, les leaders de l'époque, n'avaient que deux possibilités pour pouvoir se réunir. C'était les associations. Et la plupart de ces associations étaient des associations des anciens élèves des frères, des anciens élèves de Scott. La plupart, c'était des associations comme ça. Ensuite, par la suite, il y a eu des syndicats. Et la plupart de ces syndicats étaient calqués aussi sur le modèle belge. Donc, à part cette possibilité-là de pouvoir entrer dans des associations et aller dans un syndicat, on n'avait pas d'autre droit pour pouvoir parler politique et même parler des thèmes qui étaient importants pour le pays entre les intellectuels. C'est ainsi que, à l'ADAPES, quand il arrive, Kasavubu se fait remarquer dès le départ par ses prises de position et par la manière qu'il commence à haranguer ses collègues. Il s'est fait remarquer et Bolikango le propose comme secrétaire général de l'association. Parce qu'il amène un message qui est totalement nouveau et les collègues de l'association trouvent que c'est quelqu'un qui amène une mini-révolution parce qu'il leur parle du droit des premiers occupants. Il dit, mais nous sommes dans notre pays, nous avons reçu des gens qui sont venus chez nous, nous enseigner
l'amour, l'égalité, la justice, la fraternité. Mais en définitive, ce n'est pas ça que nous vivons. Donc, nous sommes en train de réclamer des droits, en fait, d'évoluer pour devenir comme des Blancs, comme eux, pour vivre comme eux. Mais la réalité, c'est que nous sommes quand même chez nous, où nous avons des droits fondamentaux. Et le premier droit fondamental, pour nous, c'est les droits du premier occupant, que nous devons leur faire comprendre qu'ils n'ont pas à nous dominer, à nous traiter comme tels, mais ils doivent nous respecter et aussi, pour plus tard, les amener à partir. Mais ce message à la DAPES, Bolikango lui-même trouve que c'est tellement violent, c'est tellement nouveau que comment on va faire pour lutter contre un système aussi oppressant et aussi dur comme la colonisation belge. Donc on risque gros. Mais Kasavubu persiste parce qu'il était têtu. Il a persisté parce qu'il voyait qu'il fallait bien qu'il aille plus loin. Alors, de son poste de secrétaire de la DAPES, où il a commencé donc à parler de ces problèmes du droit du premier occupant, il fait un discours qui fait sensation, et les Belges, comme ils avaient toujours des agents qui allaient surveiller et qui assistaient à certaines de leurs réunions, trouvent que ce garçon qu'on a renvoyé du séminaire, il est vraiment extrêmement dangereux parce qu'il commence à parler des choses qu'on n'a jamais entendu parler dans ce Congo, parce que ça s'appelait l'Empire du silence. Contrairement aux colonies françaises ou britanniques, le Congo, c'était l'Empire du silence. Donc les Belges, ils sont interloqués d'apprendre et d'écouter un Kasavubu qui a été parlé à l'association et à ses collègues du droit du premier occupant. Ils n'avaient jamais entendu ça. Et donc, ils se disent, effectivement, si on l'avait renvoyé du séminaire, c'est qu'il était vraiment dangereux. Et c'est de là que Kasavubu, après ces fameuses remarques sur le discours du premier occupant, prononcé en 1946, il finira par se dire à la DAPES, c'est insuffisant aussi pour lui. Il est débordé d'activités. Alors, il entre dans un mouvement qu'on appelait l'Union des intérêts sociaux des Congolais, après à DAPES. Et l'Union des intérêts sociaux des Congolais, ça défendait beaucoup plus les privilèges, disons, de cadres, des évolués qu'on appelait à l'époque. Alors cette classe des évolués que les Belges espéraient étouffer et enfermer en leur donnant des privilèges matériels pour les séparer du peuple, cette classe commence aussi à prendre conscience qu'ils ne peuvent pas se contenter de revendiquer seulement et de réclamer seulement leurs propres privilèges, parce qu'en réalité, il faut qu'ils luttent vraiment pour l'ensemble du pays, parce qu'ils ne peuvent pas se couper comme ça définitivement du peuple. Et ça a été à l'UNESCO où il arrive, son message du droit du premier occupant, il l'amène à l'UNESCO où il parle justement en tant que les intérêts sociaux du Congo, on ne peut pas les avoir totalement à partir du moment où on ne sera pas libre. Eh bien, les Occidentaux trouvent que le monsieur continue. Donc, en dépit des investissements qu'il recevait, mais lui, il se voyait déjà en mission. En mission parce que, je rappelle ici, parce que Serge l'a dit tout à l'heure, quand il a parlé de l'aspect messianique de la religion et de Kimbangu, parce qu'il est exprimé beaucoup par paraboles et le message était beaucoup plus à caractère religieux. Là où il y a les liens à c'est quoi? C'est Kasavubu, quand il a été renvoyé du séminaire et qu'il est rentré dans le Mayom, il a fait la connaissance de Kisorekele, qui était administrateur, le fils aîné de Kimbangu, qui était administrateur dans les bas-fleuves. Oui, alors, à ce moment-là, il s'est rendu compte que, en réalité, le message de Kimbangu était un message de liberté. Il posait un problème de même type que lui. Et donc, le combat de Kasavubu devient encore pour lui-même beaucoup plus réconfortant, en dépit du fait qu'il rencontrait aussi des oppositions, même dans la classe où il évoluait.
Mais il se rend compte que le terrain messianique préparé par Kimbangu était propice pour faire évoluer les esprits vers ce message de liberté et de réclamer plus tard l'indépendance. Ce terrain messianique était devenu très favorable pour lui. Alors, c'est comme ça que quand Kasavubu va rentrer dans l'Abako, parce que lui, comme j'ai dit tout à l'heure, il se sentait toujours à l'étroit dans tous les petits mouvements où il rentrait. Il trouvait que c'était trop étroit, la cause n'allait pas assez loin. Donc il cherchait toujours un cadre où il doit s'exprimer mieux, évoluer mieux et embrigader mieux ses contemporains vers l'idéal qui s'était fixé. Alors, il arrive à l'Abako, qui était déjà un mouvement en place, fondé par Nzeza Landou en 1950, mais l'Abako avait un caractère strictement culturel. Pourquoi? Parce que, à cette époque-là, comme je venais de dire tout à l'heure, on n'avait pas de droit politique. On ne pouvait pas se réunir, on ne pouvait pas discuter, encore moins fonder des partis politiques. Donc, l'Abako, quand il est fondé en 1950 par Nzeza Landou, avait pour seul objectif, à ce moment-là, de défendre, développer la langue du Congo. Fonder une grammaire et transmettre cette langue à travers le territoire où elle était parlée, notamment une partie du Congo-Brazzaville, l'Angola, et vous ne trouvez pas vraiment l'intérêt de pouvoir prendre des postes comme tel à l'Abako. Parce qu'il attendait son tour pour changer l'orientation de l'Abako. Et ce tour va lui arriver parce qu'il se fera remarquer à son arrivée à l'Abako toujours par le même type de message qu'il véhicule sur les droits de l'homme et de l'occupant, sur les droits fondamentaux et la contradiction qu'il trouve entre l'enseignement qu'il reçoit religieux et que les prêtres qui étaient, disons, l'ossature fondamentale du colonialisme, qui véhiculaient ces enseignements de l'amour, de la fraternité, de la justice, de l'égalité, il ne les voyait pas parce que le comportement du colon n'avait rien à voir avec ça. Et donc ce message, il a continué à le véhiculer partout où il partait. Et c'est à ce moment-là que l'Abako, où il se fait remarquer également, va pouvoir, au cours d'un congrès, les porter à la présidence du mouvement. Et c'est à partir du moment où Kasavubu a pris la présidence du mouvement de l'Abako que l'Abako va se transformer complètement en mouvement purement culturel qui deviendra un mouvement à orientation politique. Et c'est là où la colonisation commence à craindre encore beaucoup plus Kasavubu parce que dans notre temps, nous avons déjà le mouvement qui se passe dans les ex-colonies françaises, dans les ex-colonies anglaises, et le mouvement du passage de Gaulle à Brazzaville. Nous avons aussi la guerre froide qui est déjà là, des éléments de l'Est et de l'Ouest, c'est-à-dire entre Washington et Moscou déjà. Donc cette guerre froide déjà était déjà bien installée. Et plus tard, nous verrons qu'avec l'arrivée de Castro à Cuba, eh ben, la crainte devient réelle pour le Congo. Parce que en brasse, ça risque d'aller trop loin. Et à Cuba, déjà, Castro aussi menaçait déjà à ce moment-là. Maintenant, à partir de là, les colonialistes trouvent qu'il vaut mieux, pour canaliser... Le colonialisme trouve que pour canaliser les revendications de l'élite politique, de l'élite, disons, de l'élite qui était en place, il fallait quand même qu'il y ait des soupapes. Des soupapes, c'était quoi? Organiser les élections, d'abord dans les communes, et ensuite les élections qui allaient suivre dans les 3 villes que les Belges avaient choisies, Kinshasa, Likasi et Lubumbashi, pour faire déjà des tests. Parce qu'on voit que
les Congolais commencent de plus en plus à prendre conscience qu'ils sont chez eux et qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre comme ça et à subir seulement la loi des Belges et qu'on décide de tout sans eux, à leur place, on décide de tout sans eux, sans consultation. Et ça, les Belges commencent à se rendre compte qu'effectivement, ils prennent conscience, donc il faut faire une soupape en leur donnant un tout petit peu de liberté, en organisant d'abord les élections communales et ensuite les élections des 3 villes principales qu'ils avaient choisies. Mais comme on dit, lorsque la chaleur elle est très forte à l'intérieur d'une marmite, tu peux ouvrir une soupape, mais cette chaleur étant trop forte, c'est le couvercle de nous-mêmes qui va partir. Donc, c'est une image pour montrer que le Congo bouillonnait déjà de pas mal de contestations, de pas mal de révoltes, si bien que les Belges pensaient en ouvrant cette soupape-là, ce sera un moyen de calmer les choses. Mais malheureusement pour eux, la marmite était, le couvercle était parti et la marmite est devenue encore plus bouillante. Et avec l'Abaco qui sert maintenant de véritable fer de lance pour Kasavubu, pour se faire maintenant une place, un vrai leader, surtout à Kinshasa, où il devient maintenant quasiment un mythe. Parce que, à cette époque-là, n'oubliez pas que la ville de Kinshasa était peuplée à 80% par les Bakongo, par les gens originaires du Bakongo et un peu de Bandundu, mais c'était généralement les Bakongo qui tous avaient déjà vécu pour beaucoup l'aspect messianique où ils avaient vécu dans la clandestinité, dont certains, comme l'a dit Serge, étaient relégués vers les régions de Kisangani et de Lubumbashi. Et ces gens-là, toute cette population-là qui avait vécu ça, qui attendait ce message de libération qui viendra un jour, était donc disposés à bien écouter et bien soutenir encore ce que Kasavubu proposait. Or, il se fait que cette population de la ville de Kinshasa, c'est la population du Congo, et qui le porte à triomphe, et qui commence à le trouver carrément comme un messie. D'où la discipline de l'Abaco, relevée de cette discipline kibanguiste. Et c'est comme ça que l'Abaco a été fer de lance du mouvement de l'indépendance du Congo. Et à partir de là, je vais citer seulement plus rapidement des dates qui ont été, des dates vraiment qui ont accéléré le mouvement, les revendications et la prise de conscience nationale. C'est-à-dire qu'on part d'un mouvement culturel, on commence à donner une orientation politique purement revendicative, et ensuite on se rend compte que seul non plus, on ne peut pas faire quelque chose, donc il faut que tout le monde puisse prendre le train. Il faut que tout le monde prenne le train de manière à ce que les Belges soient maintenant pris carrément à la gorge et qu'il n'y ait plus de choix. D'autant plus que les ex-colonies françaises, britanniques et tout ça commencent déjà aussi à accéder plus ou moins à l'autonomie à l'époque. Cela fait que lorsqu'on a organisé les premières élections communales à Kinshasa, 7 communes sur 8 sont remportées par l'Abaco, avec des bourgmestres comme Pinti, qui était à Kalamou, Kouyela, qui était à Kitambo, Diomi Gaston, qui était à Girigiri, sauf la commune de Kinshasa, qui était gagnée par Lukula. Lutula, pardon. Lutula, oui. C'est la seule commune qui avait échappé à l'Abaco. Toutes les autres communes étaient gagnées par l'Abaco. Donc, le terrain pour Kasavubu était devenu encore plus fertile. Et Kasavubu va s'arranger lors de l'installation successive des différents bourgmestres, parce que ça se procédait par date, pour qu'il soit le dernier à être installé par les colons comme bourgmestre de Dendane. Parce qu'il avait déjà imaginé que, comme il va prononcer un discours fleuve qui sera canon pour la colonie, il ne fallait pas qu'il parle le premier, parce qu'on va l'arrêter tout de suite. Il savait qu'il allait être aux arrêts. Alors il s'est arrangé pour être le dernier des installés de bourgmestre. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est alors que
à son installation, il repose ces problèmes des droits fondamentaux des Congolais sur la liberté, l'égalité des droits. Et que le colonialisme, les colons ne pouvaient pas continuer à considérer les autochtones, qui sont les premiers occupants du pays, comme étant des esclaves éternels qui doivent vivre sans droits fondamentaux. Et Kasavubu réclame la liberté de la presse, il réclame la liberté des partis politiques, de la fondation des partis politiques. Et ce message lui vaut carrément révocation. Et aux arrêts. Il a été réhabilité par la suite, mais il était mis aux arrêts et révocation. Et on a même été enlevé les drapeaux qui étaient devant sa maison pour dire qu'il n'était plus bourgmestre. Parce qu'on a trouvé qu'il a outrepassé et il a outragé l'autorité coloniale. Et Kasavubu, tout ce qu'il faisait, il le faisait sciemment et bien calculé. Et il n'avait pas peur à cette époque-là parce que les Belges ne pouvaient plus l'arrêter facilement, étant donné qu'il y avait déjà des mythes qu'il avait créés autour de sa personne. Et une ville comme Kinshasa, qui était peuplée par les Bakongo, arrêter Kasavubu, c'était provoquer le soulèvement de la capitale. Donc, Kasavubu, conscient de ça, en profitait pour aller de plus en plus loin dans les revendications. Et les Belges étaient devant un véritable cas difficile à régler. Si bien que quand on a dit Kasavubu, eh bien, ça faisait en sorte que le mythe devenait encore plus fort. Parce que dans le milieu populaire, on disait qu'il était capable de se transformer, d'aller se mettre quelque part. Mais en réalité, Kasavubu, quand il a été arrêté, il avait parcouru une trentaine de kilomètres à pied, il s'était barbouillé en noir, il a mis la soutane pour échapper aux colons. On l'avait arrêté vers Riflar, là-bas, à pied épuisé. Parce qu'il y avait des barrières qui étaient mises partout, on avait décrit sa personne, comment l'éclair et tout, donc il fallait l'arrêter. Et il s'était barbouillé en noir, il a mis la soutane que l'abbé lui avait donnée, et il a été arrêté, épuisé vers Riflar là-bas. Parce qu'il n'avait plus de choix. C'est comme ça que les colons l'avaient ramené, et il y a même une photo célèbre où, quand il était arrêté et qu'on l'avait ramené, cette photo, c'est une des photos célèbres qui circule sur Kasavubu. Quand il marche vaillamment là, en chemise blanche, là, il avait un des soldats, Nyamaseko, qui l'avait giflé. Et il avait dit à Nyamaseko, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne comprends pas ce que tu fais, mais ne t'inquiète pas, tu seras mon officier d'ordonnance. Et tout à l'heure, j'ai passé sous silence cet aspect messianique de la religion dont Serge a parlé, parce qu'il y a beaucoup à dire. Nous allons en parler peut-être pendant le briefing que nous allons avoir tout à l'heure, parce que nous avons, nous particulièrement qui sommes de la région d'où est venu le kimbanguisme, nous avons beaucoup de témoignages de familles, de gens, de nos grands-parents, de gens qui ont été relégués, arrêtés relégués, qui sont partis vers Kisangani, vers Lubumbashi, tout ça, qui sont revenus, et pour lesquels les mamans, les grands-parents pleuraient et qui ont beaucoup transmis ces messages aux enfants. Moi, personnellement, j'en ai aussi un dans ma famille qui était relégué, qui était revenu aussi. Donc, cet aspect-là, c'est un aspect dont on va parler pour dire que le message était toujours là, c'est le message de la liberté. Un jour, nous serons libres. Et c'est ce même message que Kasavubu a capté depuis l'incident de sa révocation, de son renvoi du séminaire, jusque quand il a commencé à faire son cursus de la vie professionnelle. Et Kasavubu rentre à l'administration coloniale, parce qu'après les élections communales, il y a eu les élections de ville. Kasavubu est élu député de la ville de Léopoldville. Et il est rentré, entre-temps, il était rentré à l'administration coloniale depuis 1946. Il est rentré à l'administration coloniale où il était affecté au service de finances de la ville de Kinshasa, de la province de Léopoldville. Oui, il a travaillé le gouverneur. Oui, et là, il rencontre qui? Il rencontre Dianguinda qui était collaborateur du gouverneur. Donc il fait encore connaissance d'un autre fils de Kimbangu. Et Kasavubu commence à parler justement de son combat et de la connaissance qu'il avait eue du grand frère de Dianguinda dans le bas-fleuve. Machela. C'est à ce moment-là qu'il a pris ses amitiés avec
d'Anguilla parce qu'ils étaient des collègues de boulot. Ils prenaient les bus et les vélos ensemble pour aller au boulot, ils revenaient ensemble. Donc ils avaient déjà des liens assez étroits parce qu'ils étaient des collègues de travail. Et c'est là où ils ont commencé aussi à peaufiner leur stratégie, où ils commençaient à dire comment il faut s'y mettre, parce que les gens ne voyaient pas toujours l'importance et la réalité de ce qui arrivait, c'est-à-dire l'idéal de l'indépendance, c'est-à-dire comment faire pour que les gens puissent adhérer de plus en plus à cet idéal-là, pour que les gens puissent être de plus en plus être mobilisés. Et l'Église Kimagis, à ce moment-là, était donc un terrain aussi pour lui qui était aussi assez favorable. Mais l'église Kimagis était beaucoup plus côté messianique, côté religieux, alors que lui, il insistait beaucoup plus sur l'aspect politique des choses. C'est comme ça qu'il a, dans sa vie, commencé à rencontrer des leaders de beaucoup d'autres régions, parce que quand il a eu quand Lumumba est arrivé en 58 à Kinshasa, venant de Kisangani, Kasavubu avait déjà des contacts avec beaucoup d'autres leaders venant des autres régions. Les Galula, tous ces gens qui étaient à Kinshasa, comme les Iléo, tout ça, ils étaient déjà dans le même groupe avant même qu'ils aient publié le manifeste de la conscience africaine. Et ça, la publication du manifeste de la conscience africaine a été aussi pour les colonialistes en 1956, dirigé par Malula et beaucoup d'intellectuels de l'époque, qui étaient des enfants en fait de missionnaires. Donc tous ces enfants-là étaient des enfants de missionnaires. Et Malula, à cette époque-là, il était l'homme, Malula, à cette époque-là, il était l'homme qui encadrait la plupart des enfants de sortie des écoles de missionnaires qui faisaient la politique. Et Kasavubu, ainsi que beaucoup d'autres, ils suivaient des cours du soir. Ils suivaient des cours du soir qui étaient patronnés par Malula. Parce que Malula, lui, il avait fini les grands séminaires, donc il était quand même considéré parmi les gars qui étaient le plus intello et qui connaissaient mieux l'interprétation de la Bible et de la religion, parce que c'est tous s'ils avaient appris ça. Et lui, étant sorti, alors que lui, Kasavubu était renvoyé, donc Malula, il a continué à donner des cours de philosophie, des cours de religion à tous les grands leaders qui étaient issus des écoles chrétiennes. Oui, le père d'Esquel. Voilà. Donc, c'est le même mouvement de père d'Esquel où était aussi. Oui, exactement. Bon. Alors, pour de la conscience africaine a été une réponse de cadres, donc des intellectuels de l'époque, sous l'égide de Malula, qui avaient en fait approuvé le plan concocté par le professeur Van Bilsen et qui préconisait l'indépendance du Congo dans 30 ans. Alors, ça a été comme un coup de poignard pour les gars de la BACO et les gens qui revendiquaient une indépendance inconditionnelle et immédiate. Donc, le fait que ce manifeste ait approuvé la politique belge de l'administration qui voulait qu'on aille vers l'indépendance seulement dans 30 ans, puisqu'on n'était pas préparés, selon eux, on n'était pas prêts, la BACO s'est vite réunie en congrès, sous l'égide de Kasavubu à l'époque, pour pouvoir vite publier un contre-manifeste où ils ont étudié les textes publiés par le groupe de Malula pour désapprouver point par point tout ce qui était dedans et pour à la fin conclure qu'il n'y a pas d'autre choix que pour eux c'est l'indépendance immédiate et inconditionnelle. Alors les Belges, ils étaient perdus parce qu'ils ne savaient plus maîtriser les événements, les Belges. À ce moment-là, ça devenait de plus en plus fort, les revendications devenaient de plus en plus fortes, et Kinshasa étant la capitale, les choses étaient devenues très très dangereuses parce que ça bouillonnait et le mouvement commençait à aller de partout. Et le plus grave pour la colonisation belge, c'est que c'est pendant cette même période, 2 ans après, je crois, en 58, Lumumba arrive, venant de Kisangani. Lumumba rentre
dans le groupe un autre groupe de conscience africaine. Et lui, Lumumba, amène justement cet aspect qui était encore beaucoup plus important parce que Lumumba, c'était un bon tribun. Il parlait beaucoup, il allait dans des bars, il était directeur commercial à la Branima. Il parlait beaucoup, il allait partout. Inubra, voilà. Alors, parce que j'avais un cousin à la Branima, alors ça m'arrive. Non, à l'époque même, je crois que c'était pas c'était Bras Congo. Et le nom est revenu. Oui, après, ce nom était revenu après. Bon, donc, quand Lumumba arrive, Lumumba trouve un terrain encore favorable qui est déjà en place, qui parle justement de la revendication qui lui aussi tenait à cœur depuis. Et son arrivée dans la capitale va donc amplifier le mouvement et la révolte. Parce que Lumumba amène le concept de l'unité nationale qui va vraiment mettre en valeur pour la lutte pour l'indépendance. Et Kasavubu commence aussi indirectement à trouver qu'il a trouvé un concurrent, un autre ambitieux qui vient aussi sur son terrain prêcher la même chose. Mais lui avec beaucoup plus de verve, parce que Lumumba avait plus de verve pour haranguer, pour parler. Alors, je me rappelle quand j'étais gosse, nos mamans qui sont de Bakongo à l'époque, qui ne comprenaient pas qu'on vivait dans un même pays, beaucoup de nos aînés, surtout de nos mamans, de nos papas, qui pour la plupart n'avaient aucune notion de la géographie, ils ne comprenaient pas que des gens venus d'ailleurs puissent venir déranger Mfumukasa, qui était un roi pour eux. Donc c'est pas possible. Donc, ça faisait que la présence de Lumumba Kinshasa au début, ça n'a pas été facile. Mais sa verve, ses harangues en bon tribun avait vite fait pour montrer aux Belges qu'ils avaient encore trouvé un autre plus dangereux. Et maintenant, le problème pour les Belges devient de plus en plus ingérable. C'est dans ce contexte que... Oui, c'est dans ce contexte que les Belges vont finir par convoquer la fameuse conférence de la table ronde en Belgique. Et arrivé en Belgique, comme entre-temps Lumumba était arrêté, les étudiants congolais qui étaient en Belgique à cette époque-là, avec le mouvement de flamands qui revendiquaient eux aussi en Belgique, ils se sont réunis et ils ont conseillé à tous les délégués qui étaient venus du Congo de ne surtout pas se disperser, mais de faire front commun. Parce qu'il faut utiliser la même devise de la Belgique, c'est-à-dire l'union fait la force, pour pouvoir lutter contre un ennemi commun. Alors, entre autres, ils ont dit, Lumumba, c'est un des grands leaders qui est des nôtres et qui est resté sur place, emprisonné pour la cause pour laquelle vous êtes venus. Donc, on ne peut pas les laisser comme ça. Vous devez poser comme préalable dès le début, vous posez comme préalable que vous ne pouvez pas négocier, vous ne pouvez pas causer avec l'administration belge sans la présence de Lumumba. Et bien les Belges n'avaient pas de choix. Ils ont tout de suite ordonné au Congo la libération de Lumumba et on l'a amené vite fait à Bruxelles. Quand Lumumba est arrivé, c'était un tollé d'applaudissements depuis l'aéroport. Donc, c'était une grande victoire pour eux déjà de pouvoir avoir Lumumba à leur compagnie. Donc, je vais aller rapidement pour dire que la conférence de manifeste ainsi que la contre-manifeste de la BACO a fait que nous avons eu après aussi un autre élément qui a joué aussi, c'est la conférence convoquée par le leader Nkrumah au Ghana, où il a appelé les leaders africains de venir se réunir à Accra, où Lumumba était autorisé à partir, alors que Kasavubu était interdit parce qu'il était estimé être dangereux, donc on lui a interdit le départ, tandis que Lumumba est parti. À leur retour, Lumumba a fait un compte-rendu à la part de la victoire de cette conférence. Et c'est là où Nkrumah, les Modibo Keïta et autres lui diront que la liberté, c'était cette phrase qu'il avait prononcée à la part de la victoire,
la liberté est un droit fondamental pour le Congo, ce n'est pas un cadeau de la Belgique. L'indépendance, pour nous, ça ne sera pas un cadeau de la Belgique parce que la liberté est un droit fondamental pour les Congolais. Et après ce compte rendu, Labaco a voulu aussi, lui aussi faire un compte rendu par Diomi, qui lui était le délégué de Labaco à la conférence, étant donné que le Cameroun était interdit. Donc on a demandé à Diomi de venir ou à la place de l'IMCA, et c'est là où il y a eu, par l'interdiction de cette manifestation de Labaco, où il y a eu cet événement du 4-7 janvier que nous célébrons tous les ans. Mboka etona mosolo bakondia boko yo so